programme culturel de Lisa pour le mois donc, de mars, entre donc mi-février, vous le savez, et mi-mars. Alors, on va parler de trois séries, un film, deux docs et un CD, enfin de la musique. Alors, trois séries, il faut quand même être honnête, il y a deux séries dont je vais parler tout de suite, qui ne sont pas finis. Hein. Au moment où je tourne, j'en ai vu que 4 épisodes d'un côté et 2 épisodes de l'autre. Non, un épisode de l'autre, je suis menteuse. Mais je préfère le signaler parce que je vais en parler au mois d'avril. Mais forcément, vu que j'ai vu le premier épisode, j'ai failli crever. Hein, on est bien d'accord. Donc il fallait que j'en parle. Alors, les trois séries, les deux premières, je vais vous dire tout de suite. On va faire série, musique, film et documentaire. Donc les deux premières séries que je vais aborder rapidement, mais je développerai en avril quand j'aurai vu tous les épisodes. Un, c'est Your Honor saison 2 sur Canal+. Je mettrai l'incruste quelque part. Alors c'est évidemment, si vous n'avez pas vu la première saison, il faut voir la première saison de Your Honor, parce que là on retrouve en gros Michael Desiato, qui était le juge, donc qui était juge dans le premier truc, qui est là, on le retrouve en prison, au fond du trou, dans tous les sens du terme, du trou de la prison et du trou physiquement. Voilà. Il est dans un état déplorable, on comprend pourquoi à la fin de la première saison, mais il y a une flic qui va venir le chercher, en fait, parce qu'elle veut faire tomber le mafieux, qui est toujours mafieux hein, depuis la première saison, et elle va faire pression sur Desiato pour pouvoir atteindre son but. Alors elle n'est pas très nette, hein, la fille. Voilà. Et en plus, il se traîne la réputation d'être le juge qui a été, alors qu'il était d'une droiture exemplaire, qui a, on va dire, biaisé, qui s'est arrangé avec la loi et qui l'a transgressé à tous les coins. Voilà. Donc là, les 4 premiers épisodes que j'ai vus, le premier est vous cloue sur place et les suivants, ça, c'est du même acabit. Alors il y a une femme à l'intérieur, la femme du mafieux, moi elle me fout la trouille, hein, personnellement. C'est le genre, elle est complètement folle quoi. Enfin alors on comprend pourquoi. On peut lui donner des circonstances atténuantes, mais elle est à côté. Enfin, vous la croisez dans le coin d'un bois, elle vous fout la trouille quand même. Hein, voilà. Donc c'est vraiment une série qui est complètement... Alors la deuxième saison est complètement à l'opposé de la première. Mais vraiment, là c'est vraiment la plongée dans le désarroi d'un homme qui à un moment donné ne sait pas comment se sortir de d'où on le met et qui va prendre encore une décision pour sauver quelqu'un qu'il aime. Alors pas forcément toujours des bonnes décisions, le pauvre gars, mais bon, il fait avec ce qu'il peut. Hein, voilà. Donc Your Honor, saison 2 sur Canal+. Et évidemment, la saison 3 de Mandalorian. Alors, je n'ai vu que le premier épisode. C'est pour ça que je vous le dis. Si le premier épisode est à la hauteur des deux... Enfin, non. Si les premiers épisodes est du même acabit que tous les autres épisodes de la saison 3 et qui semble être sur la même voie royale que les 2 premières saisons, ce truc est un bonheur absolu. Alors, je sais qu'il n'y a aucune probabilité pour que Jon Favreau passe par là, mais je le remercie, vraiment, parce que d'avoir une connaissance de la genèse de Star Wars adapté à ce personnage de The Mandalorian, je rappelle, c'est quelqu'un qui ne doit jamais lever son casque, qui a récupéré un petit bonhomme tout vert qui s'appelle Grogu. Le choupinet, il est terrible. C'est un débile. Voilà, non mais vous êtes débile. Hein. Dès que vous voyez arriver ce truc, vous êtes là. Ah, gna, gna, même moi. Ah non mais oui, grandiose. Il tourne sa tête avec ses petites oreilles là, il le regarde comme ça et vous fondez, vous êtes débilus. D'ailleurs devant l'écran vous faites ah Mimi, sérieux, vous êtes ah ok. Voilà. Donc premier épisode. Alors les épisodes c'est toujours très court hein, chez Star Wars. Tout le monde a gueulé pour Kenobi, tout le monde a gueulé pour Andor. C'est entre 38 et 40 minutes, 42 minutes pour les premiers épisodes. Généralement vers la fin de la saison. Ils atteignent les 50, mais il faut pousser. Voilà. Mais c'est tellement sublimissime sur, on va dire, sur 38 minutes,
enfin, et des génériques compris. Honnêtement, vous n'avez pas besoin. Il y a une scène de bataille aérienne, enfin dans intergalactique, on va dire. Oh putain, vas-y, maman. Alors, le générique de fin est toujours. Il faut voir le générique de fin. C'est un petit bijou en matière d'illustration, de création, mais c'est... il résume l'épisode, mais d'une... Ça, c'est beau. Voilà. Alors, Favreau, on a bien compris que s'il prend les rênes de tous les Star Wars, moi, je signe. Voilà. Un mec comme ça qui nous aurait fait la dernière trilogie, là, les 7, 8, 9, ça aurait été sublimissime. Je comprends pas pourquoi on l'a casté lui. On l'a pas casté lui au lieu de caster les deux autres. Même si moi j'aime beaucoup celui de Rian Johnson. Je sais, je me fais taper dessus à chaque fois par les fans de Star Wars. Mais voilà, moi j'ai un problème avec le copier-coller du 7 et le n'importe quoi du 9. Hein. Voilà. Donc honnêtement, The Mandalorian, c'est sublime. Les décors sont beaux, l'histoire est belle, cette relation entre Mando et Grogu, c'est de voir ce type qui fend l'armure petit à petit alors qu'on lui a toujours appris de jamais fendre quoi que ce soit devant ce petit truc ouvert là, qui lui fait confiance alors qu'il maîtrise tout juste la force, pauvre petit bonhomme. Mais voilà, mais qui est... Bah oui, c'est un mini Yoda, vous avez bien vu. Donc, non, franchement, c'est... voilà, le premier épisode m'a cloué encore sur place. Donc vous verrez en avril, quand j'en aurai enquillé pratiquement toute la saison, vous allez voir, je vais encore dire, c'est le coup de cœur de l'année, quoi. C'est parti pour. Hein. Ouais, c'est parti pour. Et donc, troisième série, et là, je l'ai fini. La série, c'est 2 saisons. Ça s'appelle, j'adore, Only Murders in the Building. Alors, ça se passe à New York. C'est 3 personnages. Donc, 2 hommes plus vieux, on va dire presque retraités, voire retraités carrément, et une jeune femme. La jeune femme est jouée par l'excellente... Alors, ah oui, je connaissais, je savais qui c'était. Commencez pas à dire que je connais pas. Je connais la chanteuse, machin, mais j'avais pas été véritablement soulevée par ses prestations, on va dire, cinématographiques, télévisuelles, j'en sais rien. Mais là, elle est exceptionnelle. C'est Selena Gomez. Moi, je la trouve très bien. Elle est très très bonne, cette fille. En plus, elle est jolie comme un cœur. Oui, bah ça, je l'avais déjà vu qu'elle était jolie comme un cœur, mais... Voilà. Et donc là, elle habite dans un immeuble à New York où il y a plein de locataires, de colocataires, de propriétaires. C'est régi un peu par un chef, enfin une chef qui est un peu la psychologie du coin. Et en fait, il va se passer un meurtre dans l'immeuble. Et donc, ils vont commencer, alors pour des raisons très diverses, tous les 3, ils vont commencer à enquêter. Alors, vous avez le mec, l'ancien, on va dire, metteur en scène de théâtre qui a toujours rêvé de Broadway, mais qui n'est jamais trop arrivé, etc. Vous avez le mec retraité voilà, qui a une vie de comédien qui faisait un flic dans une série, un style, vous savez, Rick Hunter, machin, etc. Ou pour nous, ça serait Columbo, peut-être, un peu, enfin, ce style-là. Voilà, qui était très connu pour son fait de gloire à la télévision, mais qui depuis... Voilà. Et ces 3-là qui sont complètement différents, qui sont... Mais aucun rapport avec la choucroute, et cette jeune femme qui vient, elle, en fait, qui est, elle... d'une autre génération, arrive avec sa fraîcheur, avec sa réflexion, et les 3 vont enquêter. Alors, évidemment, il va leur arriver plein d'aventures dans la première saison, il leur arrive plein d'aventures dans la deuxième. On comprend que chacun a ses zones d'ombre et ses raisons d'enquêter ou pas. Voilà. Et tout ça en gros, dans l'immeuble. Ça se passe presque tout le temps dans l'immeuble, ou quelques scènes en dehors, mais très très peu. Et chacun... croise les voisins, qui a vu quoi, les règles de l'immeuble, le fait que certains, voilà, il y a des gens qui ont des chats, donc certains qui sont allergiques, donc ça fait toujours des tensions dans la copropriété, donc quand ils font des réunions de copropriété, c'est le gros bordel. Voilà, il y a toujours des petits trucs, mais c'est vraiment la vie en communauté avec une enquête pour meurtre sur la première saison, et la deuxième saison, pareil, rebelote, il y a autre chose qui se passe, donc ils enquêtent. Alors moi j'ai trouvé ça, mais les dialogues sont drôles, c'est incisif, ça peut être très émouvant, ça peut être très cynique aussi.
Le tout avec 3 acteurs qui sont véritablement à l'unisson. Voilà, ils n'ont pas le même âge, mais ils sont à l'unisson. Voilà, cette jeune femme, elle est pétillante, mais elle a aussi un secret caché. Et il y a une relation entre les trois qui va s'établir un peu entre relation de père-fille et grand-père-fille, enfin grand-père-petite-fille ou copain-copine, ouais. Voilà. Et qui montre que intergénérationnel, ça marche très bien. C'est pas parce que vous êtes vieux que vous pouvez être pote avec des gens plus jeunes que vous. Voilà, et donc voilà, j'ai trouvé ça, c'est rafraîchissant, c'est sympathique, il y a plein de quiproquos, de petites choses qui sont plus ou moins drôles, qui sont plus ou moins... euh, oui, qui sont... des fois, c'est des trucs complètement improbables, mais c'est tellement sympathique, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien réalisé que vous passez un temps, mais vraiment agréable devant une série et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de ne pas se prendre la tête, de ne pas voir absolument des horreurs tout le temps ou de ne pas voir des trucs qui sont cucu à l'euro de rose. Voilà, même le truc qui est un peu cucu, il est même pas cucu. Voilà. Et puis il y a aussi le fait que des personnes âgées peuvent tomber amoureuses et peuvent éprouver les mêmes sentiments que quand vous avez 12 ans. Voilà, donc je trouve que c'est très très bien fait le rapport à la jeunesse, à la vieillesse, à l'évolution de la vie. Alors que ça s'appelle donc Only Murders in the Building. C'est sur Disney+. J'ai pas dit. Mandalorian Disney+, The Honor, c'est sur Canal. Enfin, pour moi, Canal. Sinon, c'est sur Paramount, je crois. Bon, pour ceux qui ont Paramount. Alors, musique. On avait dit musique, c'est ça? On avait dit musique. Musique ou film? Non, musique. Alors, musique, ça va être rapide. Je n'ai pas le truc, je vous insérerai la bestiole à côté. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis une maboule de... Voilà, donc... Attends, c'est pas Voldemort, Graham Coxon. Voilà. Graham Coxon qui vient de sortir un projet avec sa partenaire qui est vraiment très joli, qui a beaucoup de talent. Et ils ont créé un groupe qui s'appelle The Wave. Ils ont sorti un album éponyme, donc qui s'appelle The Wave, qui est véritablement beaucoup plus jazzy. Il y a beaucoup de saxo dans les sonorités. Instrument que Monsieur Graham Coxon maîtrise depuis sa jeunesse. Oui, ah bah si. Si, depuis son adolescence. Et là, il y a ce mélange des deux voix, des deux univers, avec un univers qui est propre aussi à l'influence qu'ils ont voulu donner à leur album. La première écoute, vous vous dites « Ah ouais, bien !» Deuxième écoute, vous dites « Ah putain, ouais !» Voilà. Alors oui, je sais, je suis pas objective avec Graham Coxon. On est bien d'accord. Alors je vous invite juste à aller l'écouter sur Spotify, Deezer, ce que vous voulez, on s'en fout. Allez l'écouter et faites-vous votre propre opinion. Moi j'ai beaucoup aimé, honnêtement. Autant il y a des projets hors Blur qui, pour moi, voilà, Gorillaz, c'est un album sur 2 ou 3 qui me plaît. Le précédent, j'avais rien à foutre. Celui-là, je l'ai écouté. Il y a 2-3 morceaux qui sont pas mal. Mais alors le reste, m'est passé au-dessus. Voilà, je suis pas... c'est pas parce que j'aime Blur et que j'aime les artistes qui composent Blur que j'aime ce qu'ils font en côté. Alors, j'ai adoré les albums solo de Damon Albarn. J'aime moins ce que fait Dave Rowntree. C'est pas mal, mais c'est pas ma cam. Voilà, donc bon, après Graham Coxon, tout ce qu'il a touché est plus ou moins souvent excellent. The End of the Fucking... Voilà, la BO elle est excellente, les deux BO sont sublimes. Non, alors le gars est très doué, on est d'accord et tout. Je suis pas objective avec Graham Coxon, mais s'il vous plaît, allez écouter. La fille qui prêche, tu sais. Non, mais sérieux. Voilà, c'est quelque chose que j'ai écouté, qui fait du bien aux petites oreilles. Ça fait du bien. C'est-à-dire, ça sort des dobs qu'on entend tous les jours à la radio. Moi, je ne peux plus. Voilà. Il y a un moment donné où cette soupe mainstream, là, je me demande où on va aller plus bas. C'est tous les jours plus bas, quoi. Je sais pas. Ou alors, les seuls gens qui ont du talent, on les écoute pas trop et ils passent pas, ou alors il faut aller j'ai écouté l'album de Juliette. Alors je suis pas une fan de Juliette, j'aurais pu le mettre là, mais je suis pas une fan de Juliette, mais
Mais à chaque fois qu'elle sort un album, j'écoute. Alors je n'aime pas toutes les chansons qu'elle fait, mais il y a des chansons qui me plaisent. Voilà. Et la fois, il y avait là dans un album, une chanson sur une housse et une couette. Alors vous allez me dire, oh, de quoi ça... Je vous assure, allez écoutez, c'est très poétique, c'est des fois c'est drôle, c'est cynique, c'est émouvant, etc. Voilà, quelqu'un comme elle remplit des salles, elle va pas remplir un zénith, hein. Enfin je pense pas, peut-être, si, elle peut-être, à mon avis, elle a beaucoup de femmes pour remplir un zénith, elle peut rentrer avec un zénith avec ses fans, oui. Mais enfin, en tous les cas, à chaque fois qu'elle fait une tournée, c'est quand même à guichet fermé. Mais vous ne l'entendez jamais. Ni sur les radios, vous ne la voyez pas à la télévision, vous ne voyez pas de pub dans les magazines. Et cette fille a beaucoup de talent, elle a une présence, elle a une belle écriture, elle a des vrais textes qui veulent dire quelque chose, qui font une histoire, qui racontent une histoire, qui vous donnent à manger, qui vous nourrissent, voilà, qui nourrissent. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, en parlant de Wave, je me suis dit, c'est des albums qui nourrissent. Alors, pas forcément qui sont les albums de votre vie, qui vont rester 52 jours sur la platine et que vous allez écouter ad nauseam, mais qui vous nourrissent. Voilà, vous écoutez et vous êtes nourris. Et ça, c'est l'important de l'art. Voilà, alors, The Wave. Et voilà, j'avais pas pensé à Juliette. Mais voilà, mais c'est juste un détail. Alors, on va passer au seul film qui est digne de rentrer dans mon programme culturel. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas là que le programme culturel, c'est les items list de Lisa. Donc, c'est vraiment les favoris de Lisa. Alors le film, je n'étais pas allée le voir au cinéma, alors que généralement quand il y a des Spielberg qui sortent, je sors en courant. Alors là je suis pas allée voir The Fableman, mais je vais y aller, sûrement la semaine prochaine. De toute façon il va rester à l'affiche au moins tout le mois de mars, en tous les cas dans mon cinéma. Je l'avais pas vu à la sortie, parce que j'avais un peu la trouille. Alors, pas de Spielberg, hein. Oh punaise, alors là, non, parce qu'on sait très bien que Spielberg, voilà, c'est rare qu'il loupe un film. D'accord. Voir, est-ce qu'il en a déjà loupé? Voilà. Mais voilà, c'était un film que j'aimais bien. Alors, j'aimais, c'est The West Side Story dont on parle. C'est un film que j'ai vu quand j'étais petite, parce que c'était le film de mes parents, quoi. Enfin, le film de mes parents, de la génération de mes parents, que j'aime beaucoup la bande-son de Leonard Bernstein. Je crois que j'aime plus la partition de Bernstein et les musiques et les chants, etc. D'ailleurs, j'ai un album CD, enfin j'ai un album 33, puis j'ai un CD de ça. Je l'écoute plus que ce que je le regarde, parce que, alors le film des années 60, là, je crois que c'est 60, 61, un truc comme ça, enfin je sais plus, enfin dans ces eaux-là, quoi. Honnêtement, ça casse pas trois pattes à un canard, on est bien d'accord, c'est l'histoire de Roméo et Juliette revue à New York avec des immigrés. Natalie Wood est pas mal dans le rôle, tous les autres qui jouent, Shakiris, tout ça, voilà, Rita Moreno, qui est d'ailleurs dans la version de Spielberg, pas comme son rôle de l'époque, pas dans ce rôle-là de Anita, mais dans le rôle de la veuve de l'épicier, enfin voilà, si vous connaissez. Voilà, d'ailleurs c'est un très joli clin d'œil. Et je me suis dit, oh, voilà, bon, je veux bien, c'est Spielberg, machin. Mais j'avais peur des chants. C'est-à-dire que j'avais peur que la version chantée de Bernstein, qui était vraiment, la BO est sublimissime, que ça soit pas à haut niveau. J'avais un peu peur que certains acteurs soient pas à la hauteur. Bon. Et donc je me suis dit, oh, on va pas voir au cinéma. Et là, il est passé sur Canal. Et donc forcément, moi, un Spielberg, je le loupe pas. Si surtout je l'ai pas vu en salle, je le vois au ciné et je le vois à la télévision. Et là, je suis restée clouée. Alors, il revisite l'histoire correctement. D'ailleurs, il a pris textuellement la partition et le papier, enfin l'histoire vraiment telle qu'elle avait été créée. Un peu édulcorée dans celle des années 60, mais pas là. Donc il y a des scènes qui sont véritablement dans le film là de Spielberg et qui apportent quelque chose qui n'y était pas à l'époque, alors qui à l'époque n'aurait peut-être pas pu être mis à l'écran vu le puritanisme américain, mais qui maintenant passe, donc c'est parfait. Donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors c'est l'histoire de donc non mais si quand même. Alors c'est l'histoire de Maria et de Tony. En fait, il y a deux groupes, enfin deux bandes qui se
disputent un territoire dans New York. Alors en plus, Spielberg a posé ça dans un quartier qui est en destruction. On dirait qu'il y a eu un attentat ou une bombe après le truc, un peu délabré, et donc on comprend, il y a les Sharks et les Jets. Alors les Sharks, c'est tout le côté, toute la population portoricaine, etc. Et les Jets, c'est ceux qui étaient arrivés avant, donc en gros, c'est souvent des Irlandais ou machin. Et ils se font une guerre de territoire, vraiment. Et Tony, lui, était parmi les Jets et bon, il lui est arrivé quelque chose, voilà. Il a fait un peu de détention et donc il a décidé de se ranger. Donc il a trouvé un job dans l'épicerie qui est tenue donc, par la veuve du monsieur qui les connaissait tous depuis qu'ils étaient enfants. Et il se range les voitures. Et Maria, elle est la sœur du chef des Sharks, donc de cette communauté. Elle vit dans sa communauté. C'est une petite jeune femme pure, tranquille. Voilà, elle pense pas à mal. Vraiment, c'est la petite fille, Voilà, la petite jeune fille. Et en fait, il y a un bal. Et les deux groupes vont arriver avec leurs conjoints, etc. pour danser. Alors évidemment, ils se disputent sur la piste de danse. Et lors de ce bal, tout le monde a vu la scène. En fait, les deux qui sont censés ne jamais se parler puisqu'ils sont de deux bandes opposées se voient et ils ont un coup de foudre. Alors le plus de ce film-là, de Spielberg, et c'est ce qui fait la force de ce West Side Story, c'est que contrairement à la première version, on comprend l'attirance et le côté hors du temps des deux. C'est-à-dire qu'on les voit se rencontrer pour la première fois derrière une estrade qui a été montée à la va-vite, vous savez, les estrades métalliques pour le concours de danse. Et donc en fait, ils sont déjà en dehors du groupe qui se dispute sur la piste de danse, mais eux, ils sont en dehors. Et en fait, les deux acteurs sont très différents. Ansel Elgort, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même un grand, un peu, voilà, il est très très grand. Elle est toute petite, toute petite. Donc en fait, quand ils se voient et qu'ils se frôlent pour la première fois et qu'ils chantent ensemble et entre guillemets qu'ils ont cette attirance l'un pour l'autre, vous avez une espèce déjà de différence de taille et de carrure qui fait que quand elle se met devant lui comme s'il la protégeait, en fait vous comprenez déjà qu'ils sont juste dans leur bulle. Et il y a plein de scènes comme ça qui sont... Alors il y a des scènes iconiques, hein, toutes les scènes qui sont dans la première version, je vous ai dit, il a gardé la partition au cordeau, hein, au point par point. Et donc évidemment ça va, on est bien content, on connaît l'histoire de Roméo et Juliette, voilà. Alors là ça part en vrille parce que évidemment les deux chefs de bande ne supportent pas ce truc là, ils ont qu'une seule envie, c'est d'en venir aux mains et au couteau à chaque fois. Va se produire un drame, on est au courant que le frère de Maria va tuer le meilleur ami de Tony, et lui il va récupérer un couteau et dans cet accès de rage va tuer le frère de la femme qu'il aime. Et en fait, on sait que ça finit mal à la fin, etc. Mais il y a deux scènes véritablement que je trouve qui font que du film de Spielberg véritablement un truc au-dessus de la première version qui était un peu gnangnan, il faut dire. Mais bon, c'est les années 60, on est bien d'accord. C'est une scène qui explique le fait que Maria veut partir avec Tony. Parce que dans la version de 60-61, je sais plus, enfin dans la version des années 60, là, il n'y a pas d'explication logique. C'est-à-dire qu'il tue son frère, donc même si elle est folle amoureuse, elle n'est pas censée partir avec le mec qui a tué son frère, on est bien d'accord. Et en plus, elle déboule comme ça, elle le cherche dans les rues de New York pour dire non mais je l'aime, et c'est pas logique. Même si c'était un romantique, c'est pas logique, voilà. Et là, le fait que le soupirant de Maria et meilleur ami de son frère, donc de Bernardo, cherche à se venger du mec qui a tué son meilleur pote, c'est, premièrement, c'est logique, parce que il y a quelque chose, et deux, il y a cette scène où il vient lui faire ses adieux, en gros, en lui disant « je vais me rendre à la police, etc. Je sais, j'ai tué ton frère, et tout. » Alors au début, elle le déteste, forcément, elle lui reproche. Mais il y a une scène, justement, où on comprend que c'est beaucoup plus fort que ça, leurs sentiments. Et comme
ils passent la nuit ensemble, ils couchent ensemble pour la première fois, on comprend pourquoi elle prend la valise et elle va le rejoindre après, en se disant, bon tant pis, de toute façon maintenant c'est le bordel, autant qu'on se casse tous les deux et qu'on aille faire notre vie ailleurs, puisqu'on est amoureux, bon ben malheureusement on peut rien faire, on peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est fait, donc on y va. Et donc, et la dernière scène, alors qu'il n'y a plus personne dans la rue sauf deux personnages, donc celui qui a tué Tony et une autre personne. Cette scène-là est faite, enfin Spielberg l'a tournée de façon vraiment en plongée, mais vraiment grand angle complet, donc c'est la rue complète. On voit arriver les gyrophares des voitures de police, hein, parce qu'ils sont avertis qu'il y a encore eu une rixe et qu'il y a quelqu'un qui est mort. Donc on voit arriver ces gyrophares, et en fait il y a la valise de Maria qui est ouverte dans la rue, parce que quand elle a vu que l'amour de sa vie était mort, étendu par terre, elle a tout lâché, la valise, le machin. Et en fait vous avez ces deux personnages qui sont comme des petits bonhommes au milieu de la rue, avec cette valise ouverte, et les gyrophares. Et en fait, dans la scène, vous ne voyez que la valise ouverte. Et au lieu au lieu de vous dire, oh là là, en fait, vous êtes saisi par cette scène-là, et moi, je me suis retrouvée à avoir les larmes aux yeux, alors que dans la version des années 60, ça m'a jamais effleuré. Oui, c'était malheureux, il meurt, bon, ben, voilà. Mais c'était tellement froid, on va dire, l'histoire. Alors vous allez me dire, ouais, c'est une scène de sexe. Oui, on les voit pas. C'est Spielberg, hein, calmez-vous. Voilà. Donc, mais on comprend, on n'est pas débiles non plus. Voilà, parce qu'ils sont debout, habillés, allongés, nus. On n'a pas. Enfin, à moins que vous soyez débiles, on a à peu près compris ce qui s'est passé entre les deux moments. Hein, enfin, je pense. Hein, voilà, tout le monde est au courant. Merci. Voilà, vous savez comment on fait les bébés. Voilà, c'est bien. Vous avez évolué. Non, mais voilà. Donc, mais cette scène-là, vous allez me dire, oh, mais ça... Non, cette scène-là était essentielle. Et peut-être que dans les années 60, c'est impossible, parce qu'avec le puritanisme, honnêtement, la censure l'aurait pas laissé passer. Même dans le lit, habillé, je pense que ça aurait été le bordel. Mais là, elle est compréhensible. C'est-à-dire que véritablement, vous comprenez qu'à un moment donné, quand vous êtes fait l'un pour l'autre, et qu'en plus, je suis désolée, hein, il faut dire, appeler un chat, que physiquement ça colle, c'est un peu compliqué de gommer vos sentiments, quoi. Voilà, alors après, c'est peut-être une mauvaise décision, une bonne, ça c'est un autre chapitre, mais voilà. Et je trouve que ce film-là de West Side Story, qui est plus moderne, on va dire, avait la patte de Spielberg, et le fait que ce type a, même à son âge maintenant, a ce regard de gosse. Et ça, c'est un truc... il y a très peu de réalisateurs, je crois que c'est peut-être le seul. Il y avait encore John Hughes, mais malheureusement il est mort. Il y a très peu de réalisateurs qui ont ce regard d'enfant dans les films, sur les personnages, sur l'histoire. Même dans les pires moments, par exemple, de la liste Schindler, il y avait des moments... je pense que tout le monde se rappelle la petite fille avec le manteau rouge. Mais c'est ça. En fait, c'est son âme d'enfant qui rejaillit quelquefois. Et ça, je pense que c'est pour ça que les films de Spielberg nous touchent, même quand il fait un remake de West Side Story. C'est parce que justement c'est ça, c'est qu'il arrive à nous donner la part d'enfance. Alors là, le fameux moment, j'ai un copain qui l'a vu, qui m'a dit, tu vas pleurer du début jusqu'à la fin. J'ai dit, oh putain, on va peut-être pas aller au cinéma pour le voir. Non mais sérieux, voilà, c'est le genre de cinéma qui touche. Voilà. Et donc West Side Story, franchement, de Spielberg, allez-y. Si vous connaissez pas, ou si ça vous gonfle, ou que vous avez écouté que la première version, vous allez... Non, celle-là, je pense qu'elle va vous toucher. Et en plus... voilà, il y a une grande actrice qui a repris le rôle d'Anita, là, cette jeune femme. Oh mon Dieu, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Et, cerise sur le gâteau, Spielberg n'a pas fait de sous... Alors moi, je le regarde en VO. Il n'y a pas de sous-titres pour tous les dialogues qui sont en espagnol. Parce que, contrairement à précédent, les autres parlaient en anglais. Là, oui, quand il parlait en espagnol, c'était sous-titré. Là, il n'y a pas de sous-titres. Donc, moi, ça ne me gêne pas parce que l'espagnol, je capte. Mais ça ne gêne pas. Parce que la façon dont c'est
dit, dont les acteurs font, de la façon dont ils bougent, de la façon dont ils regardent, donc qui ressentent, qui vous font ressentir, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'ils se disent. Vous comprenez exactement ce qui est dans la scène au moment où ça se passe. Je pense que c'est le grand point que Spielberg ne pouvait faire que sur le film-là, c'est-à-dire que de ne pas sous-titrer tout le dialogue en espagnol de la communauté, enfin de la banque des Sharks, alors que même si vous ne comprenez pas l'espagnol, moi j'ai demandé à un copain qui l'a vu, qui ne comprend pas du tout l'espagnol. Hein. Il m'a dit, j'ai pas eu de problème, je savais ce qui se passait, même quand elle s'engueule, ou même quand il y a quelque chose qui ne va pas, on comprend à la tonalité, à la façon dont la personne a de se réagir, de se renfermer ou de montrer quelque chose qui ne va pas. Les yeux, les expressions, etc. Mais ça passe, quoi. Donc, encore un grand moment de Monsieur Spielberg, on est bien d'accord. Et donc, on va passer au documentaire. Alors, documentaire, il y en a deux, plus ou moins à la même période, mais deux très, très, très bien documentaires. Alors, le premier, ça s'appelle Des femmes au service du Reich. Alors, c'est sous-titré les femmes nazies. Mais le vrai titre est mieux. Des femmes au service du Reich, c'est sur Arte, hein, je rappelle. Alors c'est 1h30, hein. Faut y aller. Les deux documentaires, c'est à peu près 1h30. C'est véritablement un documentaire qu'il faudrait monter à beaucoup de gens, qui explique fondamentalement le rôle des femmes dans l'État et le régime hitlérien. Et toute l'influence et toute le côté néfaste qu'elles ont eu, que ça soit des secrétaires qui voyaient passer, qui entendaient, qui tapaient les rapports, qui avaient la possibilité de ne pas faire, mais qui l'ont fait, quelquefois même qui ont devancé l'appel. Toutes les aides-soignantes, les infirmières qui se sont volontairement engagées. Et pas toutes étaient... pas toutes étaient volontaires dans le sens encarté dès le début. On voit la Ligue des femmes allemandes qui prend le dessus, hein, c'était le pendant des jeunesses hitlériennes. Qui faisait qu'en fait une femme... voilà... dans le documentaire, c'est très bien dit, et ce qu'on apprend quand on s'occupe de la période et que beaucoup de gens occultent, c'est que, par exemple, si vous étiez deux fonctionnaires qui travaillaient pour l'État, à partir de certaines lois, de l'établissement de certaines lois, vraiment au début, hein, 33-34, si vous étiez deux fonctionnaires, un homme et une femme, c'était l'homme qui gardait son boulot et pas la femme. Parce qu'il fallait faire le plein d'emploi. Et donc, garder les femmes à la maison, s'occuper des enfants, de la maison, de leur homme, de machin, etc. Donner forcément, si vous dégagiez les femmes des usines, puisqu'elles travaillaient avant, hein, dans les usines, dans les services de l'État, etc. Les femmes étaient employées correctement, enfin normal, hein, c'était, voilà, il n'y avait pas en Allemagne, tout le monde travaillait, et il n'y avait pas de, voilà, une femme pouvait être à l'usine, dans les mines, on s'en fout, voilà. Et là, évidemment, si vous voulez balancer toutes les femmes, en gros, à la maison, ça laisse du boulot pour les hommes. Donc c'est plein d'emplois, on est bien d'accord, voilà. Mais elles avaient ce carcan, et c'était... Alors pour elles, c'était pas un carcan à un moment donné, parce que, faire des enfants, rester à la maison, et puis elles étaient glorifiées, un peu comme Mussolini a fait en Italie, sauf qu'il donnait un petit salaire aux femmes qui restaient à la maison pour élever les enfants. Là, elles sont glorifiées, elles sont portées au nu, alors qu'en gros, elles sont corsetées. Mais il y a des femmes qui ne sont pas corsetées, et certaines vont s'engager volontairement dans des unités, que ce soit, je vous dis, les infirmières, les secrétaires, des gardiennes de camp. Et tous les rapports qui ont été faits depuis qu'on sait ce qu'elles ont fait, on va dire que elles ont été les pires ennemies des autres femmes, et elles ont été les pires ennemies de l'humanité. Pour certaines, elles ont été même au-delà de ce que les hommes leur demandaient de faire. Il y en a certaines qui étaient auprès des médecins qui faisaient des expériences sur les détenus.
Alors au début, les détenus allemands, hein, on est bien d'accord, c'est eux qui ont morfé en premier, puis après détenus déportés, etc., qui outrepassaient les expériences ou la douleur qui était infligée. Voilà. Euh, le pire quand même a été dès début 33, donc on ne peut pas les accuser d'avoir été endoctrinés pendant 10 ans. C'est les infirmières qui ont, entre autres, infirmières ou aides-soignantes ou etc., qui ont volontairement accompagné tout ce qui était le rebut de la société allemande, c'est-à-dire l'opération T4, qui était d'éliminer tous les déficients mentaux, tous les handicapés, tous les gens qui n'étaient pas selon la norme. Ça m'énerve de dire ça, mais après c'est ça. Qui n'étaient pas sains, beaux, intelligents, à rien, quoi. Voilà, qui étaient le rebut, qui n'ont pas hésité, alors qu'elle les soignait depuis des années, qu'elle s'était sûrement attachée à ces gens, à les conduire dans les camions où on a ouvert le gaz d'échappement. Voilà. Donc quand vous avez ce genre de témoignage ou que vous savez ce genre de choses, j'ai toujours du mal à entendre des gens qui me disent mais une femme ne peut pas être un loup pour l'humanité. Bah si. Si. Y a des femmes qui sont des salopes, on est bien d'accord. Voilà. C'est pas là la sororité, ça va pas marcher des masses. Les gardiennes de camp étaient les pires pourritures de l'humanité, et pourtant il y en a certaines, elles étaient des femmes, on va dire, normales avant. Voilà, alors oui, vous allez dire oui, elles ont été engrainées, etc. Enfin bon, vous avez votre libre arbitre, hein, en gros, donc voilà. Donc honnêtement, si vous voyez ce documentaire, essayez de le voir d'une façon déjà, premièrement, de ne pas être bloqué sur le côté oui, mais c'est les hommes qui. Non, non, non. Elles ont pris leurs propres décisions, hein, on ne les envoyait pas au front volontairement, elles étaient volontaires pour y aller. Elles ont été volontaires pour aller dans les camps, elles ont été volontaires pour le programme T4, elles étaient volontaires pour les expériences. On leur a pas mis le couteau sur la plaie, sur la gorge, sachant qu'en tous les cas, elles pouvaient ne serait-ce que faire ce qu'on leur demandait de faire, c'est-à-dire se marier, faire des gosses et rester à la Casbah. Voilà, donc voilà. Mais c'est vraiment un documentaire où, oui. Alors déjà, il faut avoir quand même un minimum de bagage sur la période. Hein, parce que, ouais. Alors ça aussi, Arte, c'est génial, ces documentaires-là. Mais il faut savoir. Voilà, il y a des choses qu'il faut comprendre ou aller chercher si vous ne connaissez pas. Parce que ça peut vite être retourné sur la mouvance actuelle. Vous voyez de la mouvance de laquelle je parle. Voilà. Donc allez-y avec une réflexion autre que le précaré actuel. Voilà. Mais sinon, c'est des reportages qui sont magnifiques. Voilà, il y a des images d'archives et puis vous voyez tout ce qu'il y a, tout l'endoctrinement, soit des plus jeunes, mais les plus vieilles, elles n'étaient pas endoctrinées, il faut arrêter. Pas tout le monde était encarté en 33. D'ailleurs, t'as encore voilà. Donc, et en gros, il y avait il y avait 30 000 ouvrages qui avaient été de Mein Kampf. Hein, donc, arrêtez de me dire que tout le monde avait lu. D'ailleurs, probablement personne n'avait lu cette merde, déjà. Enfin, il fallait. Voilà, il faut se la taper, cette merde. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est un truc, c'est une purge. Hein, voilà. Mais si vous ne l'avez pas lu, vous ne pouvez pas en parler. Voilà. Alors maintenant, il y a des livres enfin qui sortent avec des explications de texte faits par des vrais historiens et des gens qui s'y connaissent et qui ont étudié ce truc. Donc voilà, ça peut être un truc, ça peut être un apport, mais il faut savoir. Voilà, à un moment donné, il faut avoir les connaissances. Voilà. Alors oui, vous pouvez regarder ce film-là, enfin ce documentaire-là, sans avoir d'énormes connaissances. Mais vous allez être choqués, hein. Voilà, vous allez vous dire ah c'est pas possible, non si c'est possible. Malheureusement ouais. Pour avoir dans mon passé rencontré un officier d'une unité malheureusement tristement célèbre, il se cachait pas qu'il y avait des femmes qui étaient pires que lui, qu'il avait croisé des femmes qui étaient pires que lui. Voilà, donc hein, voilà, on est bien. Bon, tout ça, on le sait, hein. L'humain est un loup pour l'autre humain. Hein. Malheureusement, depuis la nuit des temps, ça ne s'améliore pas. Et donc l'autre, oui, j'ai un faible pour le garçon. C'est un documentaire Arte qui s'appelle La gloire et l'exil.
C'est sur Heinrich Maria Remarque. Alors, tout le monde en parle, je pense, tout le monde en parle, parce que le film est aux Oscars. Donc c'est à l'Ouest, rien de nouveau, tiré évidemment de son ouvrage. Alors, je rappelle que celui qui est fait par Netflix, et ça n'a rien à voir parce que c'est Netflix, je suis la première à défendre le film. Hein. Je suis la première à sautiller depuis qu'ils ont toutes les récompenses au BAFTA, etc. Je suis heureuse. S'ils décrochent l'Oscar du meilleur film, je saute de joie. Principalement parce que c'est tiré du livre de Remarque que j'adore sur ce livre-là et que je remercierai jamais. Vraiment, je remercierai jamais assez mes grands-pères et mon oncle de me l'avoir fait lire quand j'avais 14 ans, parce que je trouve que c'était pareil, c'était du niveau de Genevois et de la clique, quoi. Je me suis pris des rafales dans la gueule, hein. Mais j'ai tellement aimé ce livre. La version de 30 ou 31, je crois, elle est beaucoup plus fidèle. 31, 33, au début des années 30, est beaucoup plus fidèle au livre que la version actuelle. Ceci étant dit, le film est magnifique, le livre est sublimissime. Donc on suit Heinrich Maria Remarque, c'est un jeune homme de famille normale, quoi, qui en fait veut écrire, mais il ne sait pas vraiment quoi. Alors il a vécu la Première Guerre, mais simplement il a vécu, mais il est resté très peu de semaines. Il a été blessé rapidement et donc il n'a pas fait toute la guerre, mais il est auréolé d'une croix de guerre. Et il va raconter ce qui se passe dans les tranchées par rapport à ce qu'il a vu, mais par rapport à ce qu'un de ses amis lui a raconté aussi, parce qu'il n'est pas resté longtemps sur le front. Et il va avoir un succès fulgurant. Et il va avoir une vie assez tourmentée aussi, parce qu'il y a le montée du nazisme et qu'il n'est pas très très bien vu. Et d'ailleurs, c'est un des premiers livres qui va être jeté dans les bûchers, dans les autodafés. C'est un livre je crois que c'est le premier livre qui sont balancés dans les autodafés, c'est con, ils savent pas lire vite. Et Remarque est quand même un mec qui a une vie assez fabuleuse. Moi j'ai toujours aimé, il avait fait une interview et j'étais très heureuse de voir qu'à la fin du documentaire, alors c'est un docu-fiction, vous savez, c'est les acteurs qui ces docu-fictions là, Arte le fait régulièrement, ils prennent des acteurs pour jouer l'histoire, etc. Mais il y a des vrais moments d'interview de Remarque dedans, et il y a notamment une interview qu'il avait donnée des années après aux États-Unis, puisque si je me souviens bien, il a épousé Paulette Goddard en troisième noce, ou en deuxième noce. Enfin non, ça va compter comme deuxième noce parce qu'il s'est marié 2 fois avec la même femme, avec une actrice allemande. Mais il parlait justement allez écouter la fin du documentaire, ça va vous éclairer. Moi j'aimais bien l'auteur, j'aimais bien l'homme quand j'ai découvert et qu'on m'en a parlé. Et j'ai bien aimé ce documentaire donc, qui s'appelle La gloire et l'exil, parce que ça montre justement toute la difficulté d'être allemand à ce moment-là, de pas comprendre, de pas comprendre comment son pays peut arriver là, et ne jamais ne pas perdre l'espoir qu'on peut sauver quelque chose, voilà. Et si vous l'avez pas lu, allez lire à l'Ouest, rien de nouveau, de Heinrich Maria Remarque, parce que Heinrich Maria Remarque, c'est vraiment son roman, c'est un monument. Enfin, ça fait partie des livres qu'il faut avoir lu dans sa vie, parce que vous ne sortez pas de cette lecture indemne à aucun moment. Voilà, il y a quelque chose à la fois de puissant, et lui, ça l'a quand même, à la fois, ça l'a monté très haut dans la gloire, mais ça lui a apporté beaucoup plus de déboire, on va dire, cette gloire et ce livre-là, que ce qu'il aurait pu imaginer. Voilà. Donc, et ça l'a contraint à l'exil notamment, voilà, parce qu'il a été déchu de la nationalité allemande, et donc il était en Amérique du Sud, et il a obtenu un passeport, mais il faut dire qu'il a été déchu de sa nationalité, hein, pour quelqu'un qui avait été dans les tranchées, c'est quand même fort de café. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau documentaire, docu-fiction, on va dire, de Arte.
Et si vous ne connaissez pas la vie de cet homme, allez-y. Et je vous dis, la dernière interview qu'il donne, enfin une des dernières interviews qu'il donne, qui est mise à la fin du documentaire, apprenez-la par cœur, la phrase. Je pense qu'il faudrait la mettre partout. Voilà. Bon, elle est dans le grenier familial encadré, hein, pour rien vous cacher. Voilà. Donc, ah oui, bah, on a ses marottes, hein, que voulez-vous que je vous dise, moi, les vieux, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'était le programme culturel de Lisa. Donc, Only Murders in the Building, vraiment excellente série en 2 saisons. The Mandalorian 3 et The Honor 2, que je suis en cours de visionnage et que je suis en train de crever, surtout sur The Mandalorian. Moi, des gros goûts apparaissent à l'écran, moi je crève, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, oui, Pedro Pascal aussi. Bon, bref, on va se calmer. Voilà. Ensuite, The Wave, donc le nouveau groupe, enfin le groupe alternatif, on va dire, de Graham Coxon. Enfin, c'est un nouveau groupe, hein, en fait, il a le droit. L'autre, il a Gorillaz, lui, il peut avoir ce qu'il veut. Voilà. West Side Story de Steven Spielberg. C'était vraiment à voir. Peut-être me l'acheter en DVD, ce truc. J'aime bien garder les films que je trouve marquants. Et donc, les 2 documentaires de Arte, donc Des femmes au service du Reich et De la gloire à l'exil sur Remarque. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous les avez vus. Que ce soit les documentaires, que ce soit que vous commencez les saisons là, les de Mando et The Honor, ou que vous avez vu Only Murders, ou que vous avez vu West Side Story au cinéma, parce qu'à mon avis ça doit donner au cinéma, ou que vous avez adoré le dernier groupe de Graham Coxon, commentaire. Voilà. Si vous aimez pas Graham Coxon, vous commentez pas. Vous me dites pas, ah, il est nul. Je là, attention, je rigole pas avec Graham Coxon. Non, sérieux. Puis en plus, j'ai mal. Non, m'emmerdez pas avec Graham Coxon, c'est pas le moment. Hein, quand Lisa est en crise de arthrose, faut pas l'embêter. Alors, des fois, c'est la papate, mais jamais. Mais alors là, c'est handicapant. Là, il va falloir que je la coupe. Non, mais les vieux, vous savez, c'est plus ce que c'était. Ah là là, mon Dieu. Bon, bref, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, c'est... Ah oui, alors la semaine prochaine, c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Plusieurs fois, à droite, à gauche, avec des trucs sur comment je fais pour... alors, pas comme écriture, mais quel est mon processus. C'est-à-dire de l'écriture à la publication et à l'annonce, et à la publication, à la diffusion. Donc, on m'a demandé des petits points, vous savez, les machins et tout ça. Donc je vais faire un résumé, je sais pas, il doit avoir une quinzaine de points, genre de journal de bord, si vous voulez, pour vous donner ce que moi je fais, et les choses qui sont obligatoires. Voilà, il y a des choses qui sont impératives quand vous éditez, même voilà, que vous éditez, même auto-édité notamment, c'est obligatoire en auto-édition, donc voilà, il y a des choses qui sont impératives, si vous loupez, vous risquez de vous faire taper sur les doigts. Oh, j'aurais pas dû faire ça, on ne peut pas taper. Donc vous comprenez. Voilà, vous risquez de vous faire taper sur les doigts. Donc voilà, j'ai noté les points qu'on m'avait donnés. Il y en a 2 autres qui sont arrivés ce matin. Donc du coup, je les ai notés. C'est une vidéo qui sera... J'essayerai, alors par contre, cette fois-ci, je vous ferai un timer dessous avec des bandeaux. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui, au début, n'ont rien à carrer, qui vont se dire, ah, ce point-là, il n'y a que ce point-là qui m'intéresse. Voilà, comme ça, au moins, vous pourrez aller voir les points qui vous intéressent, ou toute la vidéo, etc. J'avais déjà fait ça sur plusieurs podcasts, sur ma chaîne de podcast, mais bon, ça date de 2-3 ans, donc je suis pas sûre que les gens aient le temps et ni... l'envie d'aller remonter sur 3 ans de podcast pour aller chercher ça. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine donc avec le blog de Lisa et donc éditer comment ou se faire éditer comment. Non, éditer comment. Et puis après, que voulez-vous dire, je sais pas. Ah oui, le live. Il y a un live donc le 14 mars à 20h ici sur YouTube. Je sais pas encore le programme, mais on verra bien. J'aurais bien avancé dans Mando. Ah bah, il y a forcément du Mando quelque part hein, dans cette histoire-là. Allez, bisous, à la semaine prochaine. Et puis, programme culturel, au milieu du mois d'avril.